Avez-vous déjà remarqué que la Hongrie est en quelque sorte divisée en trois parties? Deux grands fleuves divisent la superficie du pays en trois régions distinctes, le Danube et la Tisa, qui, soit dit en passant, est aussi le nom du parti qui vient de remporter les élections nationales et de retirer Viktor Orban du pouvoir. Mais ceci est une vidéo sur la géographie, pas sur la politique. J'ai en fait remarqué cela en jouant à un jeu que j'aime, Hearts of Iron IV, parce que je défendais la Hongrie contre l'Allemagne, et j'ai remarqué que les deux fleuves constituaient d'excellentes lignes de défense contre une invasion venant de l'ouest. Ce qui m'a fait réaliser qu'ils divisent en fait parfaitement le pays en trois régions de taille presque identique. Maintenant, ce sont tous les deux de très grands fleuves. La Tisa est en fait le plus grand, s'étendant sur 596 km. Ceci est bien sûr à l'intérieur de la Hongrie, avec son origine dans les montagnes des Carpates en Ukraine au nord-est, traversant toute la Hongrie jusqu'à son embouchure en Serbie, près de Belgrade. Le Danube est un fleuve plus grand. Je veux dire, il traverse la majeure partie de l'Europe, mais sa longueur en Hongrie est légèrement inférieure, avec 417 km. Son embouchure se trouve sur la côte de la mer Noire, en Roumanie, avec sa source quelque part dans la forêt noire en Allemagne, je crois. Tout au long de l'histoire, ces deux fleuves ont joué un rôle extrêmement important dans la division du pays ou de la région, allant d'être des frontières de l'Empire romain, à empêcher la propagation du protestantisme. Je me suis alors demandé, cette séparation reste-t-elle pertinente aujourd'hui? Les trois régions sont-elles encore géographiquement différentes? Et si oui, est-ce que cela a un impact sur leur vie et leur culture? Voyons cela ensemble. Pour comprendre comment le paysage de la Hongrie façonne le pays aujourd'hui, il faut l'observer à travers deux perspectives différentes, sa configuration moderne et aussi son histoire. Si vous regardez une carte de la Hongrie aujourd'hui, le pays est clairement divisé en trois parties. Cependant, bien que le rôle séparateur des rivières remonte à des siècles, cette division spécifique du pays en trois parties est en réalité un aspect relativement récent de leur existence. Pendant des siècles, ces deux rivières n'étaient pas considérées comme des séparateurs qui divisèrent la nation, car la Hongrie était autrefois un pays beaucoup plus vaste avant la fin de la Première Guerre mondiale. Le royaume historique de Hongrie s'étendait sur l'ensemble du bassin des Carpates. Ces frontières n'étaient pas tracées le long des rivières internes, mais plutôt le long de très grandes barrières naturelles qui isolaient complètement la région de ses voisins. Le périmètre extérieur était défini par les hautes crêtes escarpées des montagnes des Carpates, qui s'étendent des hautes terres du nord jusqu'aux Alpes de Transylvanie à l'est. Au sud et à l'ouest, le territoire était délimité par les eaux des rivières Zava et Drava, ainsi que par d'autres crêtes montagneuses des Alpes du Danube. Dans cette version du pays, la géographie était diverse et autonome d'une autre manière. Ainsi, les plaines plates le long du Danube et de la Tisa n'étaient pas les caractéristiques déterminantes de l'État. Elles n'étaient que le centre agricole en basse altitude d'un royaume bien plus vaste. Mais tout a changé en 1920, avec le traité de Trianon. À la suite de sa défaite lors de la Première Guerre mondiale, la Hongrie a perdu plus de 70% de son territoire et plus de la moitié de sa population. Bien que beaucoup soient revenus dans le territoire réduit, c'est en fait une source très intéressante de morceaux de propagande. Les pertes du traité de Trianon étaient souvent mises en avant, en les comparant à d'autres pays. Donc, certains tracts de propagande ont été diffusés aux États-Unis, je pense qu'au Royaume-Uni, peut-être aussi en France, montrant la perte potentielle proportionnelle de territoire de ces pays afin qu'ils comprennent réellement combien la Hongrie avait perdu. En fait, ils ont brièvement réoccupé certains de ces territoires pendant la Seconde Guerre mondiale, grâce à des alliances et des actions militaires. Mais ces changements ont été complètement annulés à la fin de la guerre, parce que, l'alliance à laquelle ils appartenaient était du côté des vaincus. Les frontières d'après la Seconde Guerre mondiale ont confirmé le traité de Trianon, et ont définitivement retiré la couronne montagneuse extérieure de l'ancien royaume, remettant ces régions aux pays voisins comme la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine. Ce changement géographique a essentiellement vidé la nation de l'intérieur, il a aplani sa topographie. La Hongrie a été en quelque sorte confinée dans la partie basse du bassin pannonien,
où plus de 70% du territoire se trouve à une altitude inférieure à 200 mètres. Avec la disparition des montagnes périphériques et des rivières frontalières, ces rivières internes sont soudainement devenues les principales caractéristiques géographiques, les lignes déterminantes sur la carte, surtout parce qu'elles s'étendent du nord au sud du pays sans interruption. En raison de la concentration de la population dans ces zones, la division provoquée par le Danube et la Tisa reste très pertinente jusqu'à aujourd'hui. Elle dicte la façon dont les gens vivent, où se sont développées les villes, et comment le pays interagit avec le reste de l'Europe. Alors peut-être qu'on devrait jeter un œil à chacune de ces régions pour en apprendre un peu plus sur elles. Si vous commencez à l'ouest, la région connue sous le nom de Transdanubie s'étend de la frontière autrichienne jusqu'au Danube. Cette région se caractérise par des collines ondulées, des vallées et de très petites chaînes de montagnes isolées comme les Mexec ou les contreforts des Alpes. C'est aussi là que se trouve le lac Balaton, un plan d'eau très vaste, mais je pense peu profond, qui sert en quelque sorte de centre majeur pour les voyages, le tourisme et les loisirs. La Transdanubie est la deuxième région la plus peuplée de ces trois régions. Elle abrite un réseau de villes historiques de taille moyenne comme Győr, Pécs, et une que je vais sûrement mal prononcer, appelée Székesfehérvár. Plus proche de l'Europe de l'Ouest, elle reçoit un peu plus de pluie que le reste du pays. Son paysage facilite aussi les connexions internationales avec les pays voisins. Le terrain vallonné s'étend assez harmonieusement vers l'Autriche et la Slovaquie. Cela en fait le moteur économique du commerce transfrontalier avec l'Ouest. On y trouve beaucoup d'autoroutes et une forte intégration industrielle grâce à l'Union européenne. Le Danube sert de voie commerciale très vitale pour la Transdanubie. Il ancre des villes comme Győr près des rives et relie directement les industries locales au marché d'Europe centrale en amont. Le sol ici est assez bon, de haute qualité. Il permet un mélange d'agriculture traditionnelle, d'élevage et de quelques régions viticoles historiques, dont je n'avais absolument aucune connaissance. Une fois que vous traversez le Danube vers l'est, vous entrez dans une bande de terre centrale de transition coincée entre les deux rivières. Cette zone est souvent appelée l'interfluve. C'est assez intéressant, car cette portion du Danube servait autrefois de limes germanicus de l'Empire romain, essentiellement la frontière défensive de l'Empire romain, délimitant son étendue. Je pense que les Romains étaient de grands adeptes des frontières naturelles, donc à la fois le Danube et le Rhin étaient utilisés à cette fin. Dans ce cas, la terre à l'ouest du fleuve est devenue la province romaine de Pannonie, tandis qu'à l'est se trouvait la terre appelée Barbaricum. Enfin, du moins selon eux, elle était habitée et contrôlée par d'autres peuples nomades et tribaux. Je trouve fascinant que la frontière intérieure actuelle de la Hongrie, due au fleuve, ait autrefois été une frontière importante entre de grandes puissances antiques, aussi en raison du fleuve. Topographiquement, le terrain s'aplatit, mais le sol ici est assez unique, car il est fortement dominé par du sable meuble et d'anciennes dunes laissées par les vents anciens et les lits de rivières changeants. Il y a en fait quelque chose dont j'aimerais faire une vidéo. C'est l'existence passée du bassin pannonien, comme une sorte de mer pannonienne au sein de l'Europe, que nous avons ensuite perdue. Je ne sais pas, ça pourrait être intéressant d'en faire une vidéo. Malgré ce sol difficile, qui est en partie une conséquence de cette histoire, ce corridor central est la région la plus densément peuplée du pays, principalement à cause de l'étranglement au nord où se trouve la capitale, Budapest. Budapest est en quelque sorte traversée par le Danube. Elle constitue le principal pôle économique et politique du pays. Cela prouve aussi que, même si la division par le fleuve est intéressante, elle ne représente pas trois blocs complètement séparés et uniques. Budapest est une ville tellement grande qu'elle s'étend sur les deux rives du Danube et est reliée à des villes secondaires des deux côtés du fleuve. Plus au sud dans ce corridor, il y a d'autres grandes villes régionales comme Kecskemét, qui s'est développée en lien plus étroit avec le paysage agricole. Le sable retenant mal l'eau, les agriculteurs ont historiquement évité de cultiver de grands champs de blé ou de maïs, préférant légumes et vergers. C'est très intéressant de voir les différences agricoles entre les trois régions. Les villes de cette bande centrale sont devenues célèbres pour leurs abricots. Je ne le savais pas. À partir desquels les habitants produisent des eaux de vie traditionnelles, qui sont en quelque sorte emblématiques de la région. Alors que le Danube est considéré comme le plus crucial, surtout parce qu'il est juste à côté de Budapest, économiquement, les deux cours d'eau sont des artères vitales pour la région.
Le Danube gère beaucoup de transport fluvial international, tandis que la Tisa fournit une irrigation très importante le long de la bordure est. En termes de connexion mondiale, le corridor sert en quelque sorte de colonne vertébrale à la Hongrie. Il canalise toutes les principales autoroutes et lignes ferroviaires de l'Europe de l'Ouest vers la Serbie et les Balkans. Et puis, si nous traversons vers l'est jusqu'à la Tisa, cela nous amène dans la troisième région. C'est la partie la plus orientale de la Grande Plaine, une région souvent appelée spécifiquement la région de la Trans-Tisa. La région illustre aussi comment la rivière fut jadis une frontière majeure. Mais cela remonte plus tard, autour des années 1500 sans lien avec les Romains. Lorsque la réforme protestante a déferlé sur l'Europe, elle s'est implantée dans ces régions de Hongrie de façon très contrastée. Et la raison en était la rivière. La dynastie des Habsbourg, qui régnait sur les vestiges de la Hongrie occidentale, était farouchement catholique et opposée à la réforme. Ainsi, ils ont utilisé le pouvoir de leur État pour réprimer le protestantisme. En revanche, la région à l'est du fleuve Tisa et la Transylvanie voisine, qu'ils contrôlaient encore à l'époque, échappaient largement à leur autorité directe. C'était à cause du fleuve. Le fleuve Tisa, combiné à un immense marécage saisonnier, vaste et impénétrable, qui l'entoure en quelque sorte, servait de gigantesques zones tampons. Cela rendait extrêmement difficile pour les armées impériales catholiques de marcher vers l'est et d'imposer cette contre-réforme. Livrée à elle-même, la région de Trans-Tisa a massivement adopté le calvinisme, une forme de protestantisme. La ville de Debrecen était même devenue l'épicentre du mouvement. Elle a gagné le surnom de la Rome calviniste. Et même aujourd'hui, si vous regardez une carte religieuse de la Hongrie, l'ouest reste majoritairement catholique, tandis que l'est, la région de Trans-Tisa, reste profondément marquée par un héritage protestant réformé, tout en étant globalement moins religieux. Et cela nous montre que les rivières ont constitué des frontières importantes dans la région pendant des siècles, avec un impact durable jusqu'à aujourd'hui. En revanche, certains des effets naturels du fleuve Tisa en tant que frontière se sont en quelque sorte dissipés, presque littéralement. Alors que la Grande Plaine, dans son ensemble, est une immense formation géographique qui recouvre en fait toute la partie est et centrale de la Hongrie. Elle s'étend jusqu'à l'ouest, jusqu'au Danube, et descend assez loin vers le sud. Le territoire situé strictement à l'est du Tisa possède une identité géographique très particulière. Cette partie orientale de la plaine est remarquablement basse, encore plus que le reste du pays. Elle descend jusqu'au point le plus bas de la Hongrie, près de la ville méridionale de Szeged. C'est précisément là où le Tisa rencontre la rivière Maros, près de la frontière serbe. Cette zone orientale couvre une très grande superficie. Sa population est plus dispersée que dans le reste du pays, structurée autour de grandes villes régionales et agricoles comme Debrecen au nord, Békéscsaba au centre-est et Szeged au sud. Historiquement, cette partie spécifique de la plaine avait un environnement beaucoup plus sauvage et instable. Chaque printemps, la fonte des neiges des Hautes-Carpates, aujourd'hui hors de Hongrie, alimentait le bassin de la Tisa. Parce que ce territoire oriental est si plat et manque de drainage naturel, la rivière sortait de son lit, transformant d'immenses portions de terre en un réseau infranchissable de marais, tourbières et marécages permanents, ce qui ont empêché ce mouvement de contre-réforme. Vous pouvez encore le voir si vous regardez une carte topographique de la région. Ici, en vert, vous voyez comment les zones autour de la Tisa, surtout à l'ouest et dans le sud de cette troisième région à l'est, ont une élévation comprise entre 0 et 100 mètres, ce qui est assez bas. À cause de cela, l'agriculture régulière fut impossible ici pendant des siècles. Au lieu de cela, la région est devenue célèbre pour la Bouddha, en particulier autour d'Ortobágy, juste à l'ouest de la Brecen, qui était une très vaste prairie inculte, où des éleveurs nomades élevaient de très grands troupeaux, un peu sauvages, de bovins gris traditionnels et de chevaux. Mais cette configuration a radicalement changé à la fin du IXe siècle, lorsque le gouvernement hongrois a lancé de très grands projets d'ingénierie spécifiquement conçus pour, en quelque sorte, dompter le fleuve. Les ingénieurs ont creusé à travers les méandres du fleuve pour accélérer l'écoulement de l'eau et construit des milliers de kilomètres de digues, asséchant ainsi les marais de l'Est. Aujourd'hui, le Danube demeure une bouée de sauvetage économique pour l'Est. Les sols asséchés ont été transformés en une zone d'agriculture intensive qui produit aujourd'hui la majeure partie du blé, du maïs, des tournesols et des poivrons de la Hongrie.
C'est assez fascinant de voir comment une région autrefois impropre à l'agriculture est devenue la zone agricole la plus importante du pays. Malgré toute cette ingénierie, la région demeure très vulnérable sur le plan environnemental. Cela s'explique par le fait qu'elle subit le climat continental le plus extrême du pays. Les étés y sont plus chauds, les hivers très froids, et les précipitations assez faibles. Ce qui rend la plaine orientale très vulnérable aux sécheresses saisonnières sévères, obligeant les agriculteurs locaux à dépendre fortement des rivières, des canaux aménagés et des réseaux d'irrigation pour maintenir leurs cultures en vie. Cela confirme en quelque sorte que leur succès n'est possible que grâce à cette ingénierie humaine. On dirait que la nature ne veut pas vraiment que des cultures puissent y pousser. Géopolitiquement, la région ne présente aucune barrière naturelle comme des collines ou des crêtes pour séparer la Hongrie de la Roumanie ou de l'Ukraine. Cette platitude facilite la construction de routes et de voies ferrées, mais rend aussi la région très ouverte et vulnérable en tant que zone frontalière. C'est une des régions pour lesquelles les Hongrois se sont opposés, autrefois, et parfois encore, au traité de Trianon. Ils soutenaient que c'était injuste, car de nombreux Hongrois vivaient dans ces régions, et que le pays perdait ses frontières naturelles. Dans le cas du nord et de l'est, c'est assez vrai de perdre la chaîne de montagnes des Carpates comme barrière, qui fait maintenant partie de la Roumanie. De plus, parce que la Tisa et ses affluents orientaux prenaient tous leurs sources dans les montagnes des pays voisins, avant de descendre dans ce bassin plat, l'économie et la santé environnementale de l'est de la Hongrie dépendent fortement des traités internationaux pour protéger la qualité de l'eau et l'approvisionnement du fleuve. Ils doivent donc maintenir de bonnes relations avec leurs voisins de l'est. Donc en fin de compte, la division du territoire du pays en trois par ces deux fleuves qui traversent du nord au sud est importante parce que la principale ressource naturelle de la Hongrie, c'est son sol. Le pays manque de grandes sources d'énergie domestique ou de matières premières industrielles, donc il dépend fortement de l'agriculture et il n'a pas de littoral. Alors il compte beaucoup sur la navigation et le transport fluvial. Parce que le Danube et la Tisa marquent naturellement les frontières entre différents types de sols, densité de population, risques climatiques aussi. Les fleuves dictent encore les réalités économiques et, par conséquent, sociales du pays. Ils sont passés de simples routes commerciales dans un vaste empire aux principales lignes qui organisent la vie hongroise moderne. Mais ils ne font guère plus que l'organiser. Budapest en est un exemple parfait, présente des deux côtés du fleuve. La vie n'est pas tellement différente entre les régions, et il n'existe pas de culture sociale distincte entre elles qui créerait trois identités différentes. Principalement parce que de nombreuses autres choses sont communes à tout le pays. Par exemple, le climat, à part un peu à l'est, est essentiellement le même dans toute la région, indépendamment des rivières. Tout est froid, sans saison sèche et avec des étés chauds. Leur région géographique physique, un terme que j'ai découvert en préparant cette vidéo, sont aussi organisées différemment des trois divisions créées par les rivières. La grande plaine hongroise dont nous avons parlé est fortement influencée par la Tisa, mais elle ne se limite pas à une seule de ses rives. Et les autres régions sont également organisées en fonction d'autres caractéristiques géographiques, plutôt que du Danube ou de la Tisa. Mais il est tout de même très intéressant que, lorsque vous regardez une carte, vous puissiez identifier ces trois régions du pays très nettement séparées.